Bienvenue dans ce webinaire qui est comment est-ce qu'on crée des cours extérieurs qui sont inclusives pour répondre vraiment aux besoins de tous les enfants. On va vraiment regarder vraiment une approche qui est universelle. On va parler des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un sujet aussi qui me touche beaucoup parce que je fais beaucoup de bénévolat pour les gens en situation de handicap. Donc, j'amène un peu ce background-là avec moi dans cette présentation. Mais aussi, on va venir l'adapter aux personnes vraiment pour tous les types de besoins, fait que les besoins typiques et atypiques. Donc, je commence ce fameux webinaire tout d'abord en vous présentant l'objectif de ce webinaire qui est tout d'abord ce que je veux faire avec vous. Donc, mon objectif, c'est d'explorer des options qui sont pratiques. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire tangiblement dans votre installation pour favoriser l'inclusion dans les cours extérieurs? C'est mon dada. Je me présente. Il y en a qui me connaissent déjà. Il y en a qui ont déjà vu mes webinaires plusieurs fois même. Donc, je m'appelle Rosalie Morin si c'est votre première fois avec nous. Je possède une maîtrise en sciences de l'activité physique qui s'intéresse d'abord et avant tout sur les aménagements de cours extérieurs. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas en faire un projet pour la société. Donc, une petite entreprise qui vise justement à maximiser les environnements extérieurs naturels. Donc, je suis la fondatrice de Nalu Éducation. Je suis également une formatrice. Si jamais vous avez besoin de contenu supplémentaire, vous pouvez en retrouver d'ailleurs sur YouTube, sur LinkedIn, mais également sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à Nalu Éducation. Vous avez des questions plus particulières, vous pouvez regarder sur info. Vous pouvez m'écrire à info@nalueducation.ca. On rentre dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est en fait des milieux inclusifs? C'est vraiment un milieu inclusif. Parmi la recherche, on m'avait dit, j'avais lu un jour que les environnements naturalisés faisait partie d'un moyen susceptible de recréer le contact avec la nature, mais aussi promouvoir les diverses opportunités de jeu qui sont dits non compétitifs, ouverts, mais aussi agréables. L'objectif, c'était de permettre, entre autres, ce qui avait été recensé, c'était que les espaces naturalisés, ils créaient des espaces de jeu qui répondaient à l'âge, à l'intérêt, puis à toutes les capacités. Donc, je me suis dit, ben en fait, la naturalisation, c'est un milieu dit inclusif. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai exploité ce concept-là pour vous présenter, en fait, comment la naturalisation se présente comme étant un phénomène qui s'adapte à l'âge, à l'intérêt et à toutes les capacités des enfants. On parle des enfants, vous allez voir, je vais parler beaucoup des enfants parce que quand on s'attarde, en fait, au développement de base, donc à la base auprès des enfants, donc 0 à 18 ans, 0 même 12 ans. Donc, quand on s'attarde vraiment à ce développement-là, ça a un impact sur l'ensemble de leur développement. Donc, c'est pourquoi, en fait, on le promouvoit en bas âge, mais aussi avec des environnements optimaux. Donc, on utilise la naturalisation. Et comment, en fait, ça se découle? Comment est-ce qu'on adapte en fait nos environnements pour qu'ils soient accessibles à l'ensemble de la population? Mais il faut savoir ce que c'est un environnement qui est accessible. On parle d'accessibilité universelle. Donc, les personnes qui vivent en situation de handicap, ou c'est vraiment la définition en fait du Centre Radisson, qui est un centre à Montréal qui travaille avec des personnes en situation de handicap. Puis on dit personnes qui vivent avec une situation de handicap parce que souvent il y a des adaptations à faire si, l'environnement n'est pas optimal pour vivre de manière autonome. Donc, l'accessibilité universelle, c'est vraiment la clé pour mener une vie autonome et active. Et on appelle une situation de handicap quand la personne vit les remous d'un environnement qui est mal adapté. Donc, c'est vraiment dans la réflexion d'une approche qui vise à rendre des produits, des environnements, des programmes puis des services puis même, puis par produit, environnement, programme et services, on entend entre autres les milieux de garde, les milieux de garde en milieux familiaux, les garderies, les stationnements environnants. On parle aussi des locaux, on parle aussi des écoles primaires, des écoles secondaires, en fait, tout l'environnement de notre vie quotidienne. Et ce qui a trait en fait aux produits, environnement, programmes et services, c'est que l'objectif, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre possible de personnes pour que
pour qu'elles correspondent à leurs capacités physiques, sensorielles et cognitives. Je vais vous décrire d'ailleurs principalement là, la capacité physique et sensorielle et le cognitif va aussi s'insérer là-dedans et adapter aussi. Donc, le contenu est beaucoup adapté à la cour extérieure. Donc, comment est-ce qu'on l'adapte, cette cour extérieure-là? Donc, quand on parle de l'importance de l'accessibilité physique, l'objectif, c'est qu'on permet aux personnes de se déplacer librement puis d'accéder aux installations plus facilement. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte, on parle entre autres, juste chez les enfants, au développement typique ou atypique, peu importe, d'avoir le matériel à leur hauteur. Ça, c'en est un. Euh, mais aussi, on parle d'un environnement, par exemple, en milieu de garde, ne sera pas le même qu'en école primaire, qui va être aussi dans les parcs. Il va y avoir une petite différence, mais vous allez aussi vous allez voir des ressemblances. Mais l'objectif, c'est de permettre aux gens de se déplacer librement parce qu'on parle d'autonomie. On est vraiment dans ce concept-là, dans l'importance de l'accessibilité physique. Puis comment est-ce qu'on peut faire avec des exemples concrets, pardon, dans une cour extérieure? On peut faire, par exemple, des sentiers. Les sentiers nous permettent d'accéder facilement à des points dans notre cours. Par exemple, si notre cours est en zone, on a des sentiers accessibles pour se rendre à des endroits spécifiques. Ça peut être aussi avec des revêtements antidérapants uniformes, euh, tout simplement aussi, on parle de minimiser les joints, donc pour éviter de trébucher ou de vivre des trop grandes étapes, pour être capable de s'y rendre, donc de manière autonome et bien entretenu. Donc, déneigé, sans trous, bien déglacé, surtout en hiver, c'est hyper important. Donc, ça, c'est une manière de les rendre accessibles. On parle aussi des transitions faciles vers d'autres surfaces et des bâtiments. Donc, on ne parle pas juste de l'extérieur, mais on parle de comment se rendre à l'extérieur. C'est hyper important, cette zone de transition-là. Est-ce qu'on la réfléchit pour, par exemple, avec, euh, avec des petites pentes, donc des ajusteurs de pente, des ajusteurs de porte pour être capable de rentrer, sortir le matériel? Je pense entre autres là, pour faciliter l'accès, entre autres, au matériel roulant. Donc, tout ce qui est matériel roulant, vous voulez faire des collations à l'extérieur, dans la cour. Donc, vous transportez parfois des chariots. Vous allez en plein air, par exemple, vous allez souvent avoir peut-être un- je vais le dire, euh, merde, j'ai perdu le mot. Donc, c'est vraiment on parle entre autres d'une brouette. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on peut avoir une brouette, par exemple, mais pour la brouette, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'accessible? Donc, une fameuse rampe. Euh, on parlait plutôt des sentiers, donc des sentiers d'au moins 4 pieds. Si vous réfléchissez à votre cours, là, un sentier d'au moins 4 pieds, c'est le minimum. En fait, l'idéal pour faciliter la circulation d'un bord comme de l'autre. Un 4 pieds minimum, un 4 pieds, c'est le chiffre que vous devez viser. On parle aussi de pavés stables ou en poussière de pierre compressée. Je vous ai parlé tantôt d'espaces, des sentiers accessibles avec des revêtements antidérapants uniformes. Donc, ça peut être du pavé, ça peut être de la poussière de pierre qui est compressée. Donc, on s'assure que dans le temps, c'est viable. La poussière de pierre compressée, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est très peu dispendieux. Ben, très peu. Donc, c'est une solution qui est moins dispendieuse. Puis dans le temps, mais vous avez juste à revenir venir l'équilibrer parce que si des fois il y a des petites coulisses d'eau qui viennent s'insérer là-dedans, vous venir le rééquilibrer, puis c'est pas trop dispendieux, puis c'est une belle stratégie. Vous allez aussi retrouver des rampes d'accès à la cour ou dans la cour, si c'est des possibilités. Rendre les endroits accessibles, c'est aussi des toilettes adaptées à la clientèle et accessibles. Quand on parle de toilettes adaptées à la clientèle, on parle entre autres pour les personnes en situation de handicap, donc pour se tenir, de la grandeur aussi, de l'espace, on peut parler aussi de la hauteur des toilettes. Ça peut être une possibilité. Puis on va aussi parler de mobilier à leur hauteur. Donc, je vous en ai parlé à leur hauteur. Il y a un guide qui s'appelle l'ATSAS, ATSSAS.
donc l'ATSAS. C'est un guide d'ergonomie. Ce guide-là d'ergonomie pour les milieux de garde, précisément, euh, je vous en parle parce que c'est un guide qui est bourré d'informations hyper pertinentes. Vous allez avoir toutes les hauteurs de multiples composantes sur le rangement, les tables à langer, les marches, les chaises. Donc, tout y est. Vous avez juste à regarder sur le web. Ce guide-là, il est gratuit. Donc, pour ce qui est mobilier à leur hauteur, donc tout ce qui est rangement, donc les enfants peuvent accéder à ces pièces de jeu-là, par exemple, ou leurs vêtements, ou accrocher leurs fameux manteaux, par exemple. On va parler aussi des tables à langer, donc des tables à manger ou des tables sensorielles, donc est-ce qu'ils sont à la bonne hauteur pour travailler et jouer. Donc, si c'est pas confortable, les enfants vont peut-être pas avoir le but ou l'envie d'aller jouer. Donc, c'est intéressant d'avoir la bonne hauteur, donc accessible à eux. On va parler aussi de mettre à leur hauteur des pièces et des matériaux de jeu polyvalents, que ce soit du plus petit matériel ou du plus gros matériel. Donc, est-ce que c'est accessible? Par la suite, du mobilier pour se reposer. Donc, est-ce qu'on en a en fonction des différentes capacités? Donc, ce que j'aime bien, par exemple, c'est les fameuses chaises nuages, donc pour regarder les nuages. Mais si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Donc, on peut proposer, par exemple, différentes chaises. On peut proposer des coussins pour ajuster ces fameuses chaises-là. Donc, c'est des possibilités. On va aussi parler peut-être de chaises de transition pour s'en aller dans la chaise de nuage, la chaise nuage. Mais toujours est-il que on va proposer du mobilier qui est stable, on va proposer du mobilier à leur hauteur. Donc, c'est pertinent de trouver le mobilier en fonction de notre clientèle. Et dernièrement, pour avoir un environnement qui est accessible et physiquement accessible, on va parler d'aire de jeu libre. On aime beaucoup en naturalisation dire qu'il y a des différentes topographies dans un environnement, donc différentes hauteurs. Mais l'aire de jeu libre, plat, dégagé, ça permet entre autres les grands mouvements. Donc, cette aire de jeu-là peut être très intéressante. Dégagé veut dire, entre autres, que c'est tu sais, s'il y a des matériaux au travers, c'est correct pour jouer, mais dégagé dans le sens qu'il n'y a pas plein d'arbres, plein de structures fixes au travers de tout ça, ce ne sera pas accessible pour tout le monde. On rentre aussi dans les créer des espaces sensoriels variés. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme espace sensoriel? Il y a les fameux sentiers sensoriels, comme sur l'image, qui sont sentiers sensoriels délimités, qui fluctuent au fil des saisons, donc avec du matériel compacté, donc facile de passer par-dessus, marcher dessus. Sur ce sentier sensoriel-là, par exemple, on proposait, c'est un point, c'est un sentier sensoriel qu'on a proposé. Ce qu'on aimait, c'est de dire aux éducatrices, ben, vous pouvez venir modifier deux des casseaux, deux des carreaux, comme vous voulez, en fonction des saisons. Donc, c'est intéressant de venir modifier le contenu au fil des saisons. Vous pourriez aussi offrir des tables sensorielles qui fluctuent aussi au fil des saisons, parce que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de ce sentier sensoriel. Donc, est-ce que c'est possible de l'avoir à hauteur? Donc, c'est pas tout le monde qui est en mesure de se pencher. Donc, est-ce qu'on peut l'avoir à la hauteur de la personne ou des personnes à qui ça s'adresse? Puis, il y a des éléments étant plus gros que le gabarit si applicable. Donc, si vous êtes en petite enfance, donc poupon, est-ce que ça dépasse pas est-ce que c'est plus gros que le gabarit? Donc, le fameux gabarit, on peut se le comparer à un fameux tuyau, un fameux rouleau d'essuie-tout, là, donc la grosseur du rouleau d'essuie-tout. Vous pouvez le comparer à ça. Donc, c'est pour ça que je dis élément étant plus gros que le gabarit, si c'est applicable. Vous pouvez aussi proposer des cuisines de boîte ou des modes kitchen accessibles, que ce soit aussi des planches qui n'ont rien en dessous pour venir se rouler ou se déplacer avec à côté, par exemple, de la boîte, avec des tables de boîte. Ça peut être ça aussi avec des instruments faits de matière, soit de plastique, faits de différentes matières. Donc, cuisine de boîte avec, par exemple, plastique, bois ou métal. Donc, des instruments, ça peut être des cuillères de plastique ou ça peut être des cuillères de bois ou des cuillères de métal. Puis, les enfants peuvent tester les différences pour travailler avec. Des fois, ça fait au niveau de l'appréhension, ça peut être intéressant.
On va aussi parler des carillons dans les espaces sensoriels ou des instruments de musique fixes ou mobiles que les enfants peuvent utiliser. On va parler aussi des murs d'eau ou des tables d'eau. Euh, un webinaire qui a aussi été fait il y a de cela pratiquement un an. Donc, on a parlé des murs d'eau, donc comment est-ce qu'on les conçoit, comment on les utilise. Je vous invite fortement à aller voir le webinaire. Donc, ça fait partie des options pour créer des espaces sensoriels variés. Puis, vous pouvez aussi utiliser des fameux matériaux de jeux libres et polyvalents. Ces fameux matériaux libres et polyvalents, vous pouvez en trouver entre autres sur mon article de blog sur les matériaux libres et polyvalents, comment ils viennent stimuler l'apprentissage. Donc, vous avez des idées. Ensuite de ça, vous allez retrouver la zone calme. Donc, c'est important pour permettre aux enfants qui ont besoin de se reposer ou qui ont des besoins, entre autres des surcharges sensorielles, de pouvoir se retirer. Donc, c'est hyper, hyper intéressant de proposer des installations comme ça et de les délimiter dans votre cours extérieur. Donc, est-ce que c'est des espaces à l'ombre ou qui comportent des structures d'ombrage? Euh, avec des abris, si on parle plus d'abris fixes, on va parler des toiles, de l'ombre peut-être qui est causée par la bâtisse, donc c'est intéressant aussi de travailler avec ça, ou des pergolas. Quand on va parler d'ombre, d'abris temporaires, on va parler peut-être de tentes, de tipis, de parasols, de bâches. Donc, vous pouvez avoir de multiples possibilités. On va parler aussi à distance de la zone de jeu physique. Donc, une zone calme, ça le dit, c'est calme. Une zone de jeu physique, ça le dit, c'est physique. Donc, ça a différentes intensités, soit légères, modérées ou vigoureuses. Puis on ne veut pas nécessairement, quand on a envie de se retirer, d'avoir envie d'être dans le gros brouhaha du jeu. Donc, on veut laisser les gens qui sont actifs profiter du temps actif, puis nous, être capables de pouvoir se retirer et de diminuer notre charge sensorielle. Donc, à distance, des jeux physiques. Donc, ça, c'est un petit truc pour optimiser votre aménagement. On va parler aussi du petit matériel. Donc, qu'est-ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de votre cours pour l'adapter, entre autres? Ce serait entre autres des livres ou des images collées, des pictogrammes. Ça peut être aussi des couvertures. Ça peut être du petit matériel vraiment pour se réconforter ou vraiment venir se reposer. Tout est possible dans cette zone-là. Mais je vous parle de ces exemples-là. On peut parler aussi, pour venir optimiser votre environnement de zone calme, du matériel un peu plus mobile ou flexible pour s'asseoir. Donc, autant à la hauteur des adultes, autant à la hauteur des enfants. C'est important d'avoir les deux. Des bacs, ça peut être des bancs, ça peut être des roches, ça peut être des petites chaises encore pour regarder les nuages. Je vous en parlais tout à l'heure, mais ça pourrait être dans cette zone-là, cette fameuse chaise nuage qui est hyper intéressante. On va aussi retrouver la zone de jeu construction. Je vous en parle parce que la zone construction, bon, j'ai fait le matériel de jeu polyvalent, ça permet entre autres d'améliorer, comme je vous ai écrit, là, la créativité du jeu imaginaire, la résolution de problèmes, la négociation, le travail d'équipe, la communication, le développement du langage. Bref, vous l'avez vu, ça développe de multiples choses. Euh, puis pourquoi je vous disais entre autres que la cour naturalisée fait partie d'une des composantes qui dit va chercher les différents intérêts des enfants, ben, c'est un peu pour ça, parce que un des premiers piliers de la cour naturalisée, c'est les matériaux libres et polyvalents. Donc, c'est intéressant de les intégrer dès que possible. Donc, qu'est-ce que vous pourriez intégrer, par exemple? Donc, vous pourriez intégrer des blocs, des planches, des bûches de bois de différentes grandeurs, de différentes grosseurs, de différents poids aussi. C'est intéressant parce que vous allez pouvoir, les enfants avec les différentes habiletés, les différentes capacités vont pouvoir les utiliser. On va parler aussi des tissus. Donc, il y a des enfants qui vont vouloir utiliser les tissus pour des jeux parfois symboliques, des jeux parfois un peu plus actifs, mais on reste dans le jeu. On va parler aussi des éléments intégrés, l'eau, la neige, les feuilles, les pommes de pin, les fleurs, les coquillages propres, le roche, la roche, les roches, les différentes grosseurs de roches, puis le sable.
Pourquoi j'ai écrit coquillage propre, vous allez me poser comme question? Parce que tout comme les pommes de pin qui peuvent être mis à plus basse température au four pour retirer, si par exemple vous les amenez à l'intérieur, ça retire les fameuses bébites qu'on ne veut pas qui se prolifèrent à l'intérieur. Tout comme les coquillages. Les coquillages, donc, ils vivent dans l'eau. On veut les bouillir pour retirer les fameux, voyons, les êtres vivants qui sont présents dessus pour éviter que ça prolifère dans notre environnement. Surtout sachant que les enfants, des fois, l'utilisent, les mettent dans la bouche, ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Ou mettre leurs mains carrément dans la bouche. Euh, c'est juste pour éviter tout ça. Donc, vous pouvez les faire bouillir. On va parler aussi, dans la zone de construction, vous allez pouvoir retrouver des boîtes, des conteneurs recyclés en plastique de différentes grandeurs, de différentes grosseurs, des caisses de lait, des pneus sans clous et exempts de mailles de fer. Vous allez aussi pouvoir retrouver des entonnoirs, des tuyaux de PVC sans accroc ni retaille de coupe. Donc, on va venir souvent couper des tuyaux de PVC pour avoir là, des grandeurs idéales, mais c'est juste des sablés au bout, tout simplement, parce que des fois, les petites écailles de coupe peuvent être toxiques pour la santé s'ils sont mâchés ou pris par les enfants ou utilisés dans le jeu. Il s'agit juste de faire le nettoyage de la base, puis après ça, il n'y en a plus de soucis. On va aussi parler des chaudières, des plus petites, des moyennes, des grosses, de différentes, en métal, pas en métal, mais en acier galvanisé ou bien en, en plastique, des seaux, des fois même en bois. Donc, ça a différentes textures, ça a différentes hauteurs, ça amène différentes saveurs au jeu, j'ai envie de dire, et c'est intéressant de les intégrer. Donc, la zone de construction, c'est un must. Et pour terminer, la dernière des dernières choses à faire pour rendre un environnement accessible universellement, c'est de planifier, c'est de la planification participative. Souvent, on prend un projet d'assaut avec l'objectif de dire, nous, on veut que ça réponde aux besoins, on veut évoluer, on veut changer les choses, le milieu ne répond plus, la cour extérieure ne répond plus aux besoins, mais on ne demande pas tant que ça finalement aux gens, puis ça, c'est une grande problématique. C'est une grande problématique parce que vous êtes, on n'est pas seul à créer l'environnement. Si on ne va pas chercher le pouls de la communauté ou le pouls de l'environnement sur le long terme n'aura pas de succès. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à impliquer les enfants, les éducatrices, les parents, les enseignants, la communauté, tout aux alentours de vous, tous les fameux utilisateurs, parce que l'objectif, c'est de permettre de connaître l'ensemble des défis à relever et adopter son environnement en conséquence. Si vous êtes dans une école primaire, par exemple, si vous n'adaptez pas votre cours parce que vous voulez devenir un parc-école, mais vous ne savez pas qu'à proximité, il y a une coop qui donne de l'aide aux personnes en situation de handicap, puis qui aimerait avoir un parc ou un espace plus naturel, puis vous, dans votre cours, vous avez l'accès à ça, vous voulez promouvoir ça, vous voulez réfléchir une cour comme ça, puis eux autres pour en bénéficier, pourquoi pas combiner tout ça ensemble? Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, cette participation, cette planification participative amène une grande différence. Quel genre d'activité vous pouvez faire, par exemple, c'est des discussions avec les parents, les discussions avec faire venir aussi des personnes spécialisées dans la connaissance des barrières qu'on a à affronter. Euh, le meilleur exemple que je peux vous donner, la meilleure personne à qui vous pouvez demander si un environnement est accessible, c'est à la personne qui va l'utiliser. Donc, si une personne, par exemple, est en chaise roulante, la meilleure personne à qui vous pourriez demander si l'environnement est accessible, c'est à cette personne en chaise roulante. C'est la même chose pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, euh, qui vivent des difficultés, qui ont des déficiences intellectuelles, qui vivent avec, donc, que ce soit des filles typiques ou atypiques, des enfants à développement typique ou atypique, demandez à des spécialistes. C'est eux autres qui vont vous le dire. Intégrez-les dans le projet. Cette planification participative-là est hyper importante. Puis quand je vous parlais, le dernier que je vais vous dire, c'est une autre activité que vous pouvez faire, c'est d'inclure les personnes qui sont connaissantes à la réflexion des aménagements. C'en est un autre. Donc, j'espère que ces éléments qui sont dits accessibilité universelle
Donc, on parlait entre autres des éléments de la nature. Donc, la nature est un milieu inclusif. Il suffit juste de l'adapter pour que les gens, dans l'ensemble, puissent y accéder. Et pour ça, il faut faire une planification participative aussi. Donc, j'espère que ce webinaire vous a été pertinent, vous a été utile. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous écrire au besoin, ça va nous faire plaisir. Et nous, avec chez Nolu Éducation, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on adapte nos environnements pour que ça réponde à la communauté qui l'utilise. Le prochain webinaire, il va porter sur les défis climatiques dans l'aménagement des cours extérieurs. Donc, comment on conçoit une cour pour toutes les saisons, comment est-ce qu'on y réfléchit. Puis c'est mardi le 28 novembre, 18h30 à 19h qu'on en parle. Vous pouvez vous inscrire grâce au code QR. Puis si vous avez des questions ou vous voulez vous inscrire pas par le code QR, mais autrement, vous pouvez aller directement sur notre site web, nalueducation.ca, dans l'onglet Formation, webinaire gratuit. Vous allez voir aussi les derniers webinaires si jamais vous voulez. Puis vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre page Facebook et LinkedIn. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Bonne soirée!